Un monument national vient de s'arrêter net. Un lieu qui n'avait presque jamais fermé depuis 1971 s'éteint soudainement, non pas à cause d'une catastrophe, mais au nom d'une revitalisation. Donald Trump annonce la fermeture complète du Kennedy Center pour environ 2 ans, peut-être davantage, après une vague de démissions internes et d'annulations publiques d'artistes. Le paradoxe est immédiat, fermer la scène pour, dit-il, la rendre plus grande. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous, car ce centre est un symbole national, financé, fréquenté et observé par des millions d'Américains. Mais voici le détail qui change tout. Avant cette annonce, le Kennedy Center fonctionnait, accueillait des institutions résidentes et des artistes majeurs. Puis, en quelques jours, une nouvelle direction quitte après 5 jours, des concerts disparaissent et un compositeur retire une création en affirmant que les valeurs du Kennedy Center aujourd'hui sont en conflit direct avec le message de la symphonie. Alors pourquoi un lieu stable ferme-t-il maintenant? Et surtout, que se passe-t-il quand la scène nationale se vide de ses voix? Officiellement, l'histoire commence par une décision administrative, une revue d'1 an, des consultations avec des contractants et des experts musicaux, puis une conclusion. Pour atteindre un niveau supérieur, le Kennedy Center doit fermer entièrement, pas partiellement, pas progressivement, complètement. Donald Trump affirme que continuer les spectacles pendant les travaux ralentirait le chantier et nuirait à la qualité finale. La fermeture serait donc, selon lui, la voie la plus rapide vers un résultat plus beau et plus grand. Mais regardez le timing. Cette annonce arrive après une série d'événements précis. Une nouvelle responsable de la programmation qui démissionne après 5 jours, des artistes majeurs qui annulent leurs performances et des institutions historiques qui se retirent. Le Kennedy Center n'est pas présenté comme un lieu en difficulté financière, mais comme un lieu soudainement incompatible avec ceux qui le faisaient vivre. C'est là que la question se déplace. Est-ce une rénovation planifiée ou une réponse à une crise déjà en cours? Et surtout, si tout allait si bien, pourquoi autant de départs avant même le début des travaux? À partir de là, la situation s'accélère. Ce qui ressemblait à des décisions individuelles commence à former une séquence. La Washington National Opera annonce qu'elle quitte le Kennedy Center après y avoir été présente sans interruption depuis l'ouverture en 1971. Ce détail compte. Plus de 50 ans de continuité, interrompue non pas par une crise financière, non pas par un effondrement du public, mais par un changement de direction. Et ce n'est pas un précédent banal. Depuis son ouverture le 8 septembre 1971, le Kennedy Center n'a fermé qu'une seule fois brièvement entre mars et septembre 2020, pendant la pandémie. En dehors de cette période exceptionnelle, l'activité n'a jamais cessé. Jusqu'à maintenant. Puis le conseil d'administration est bouleversé. Richard Grenell est nommé président du board. D'autres membres sont évincés. Dans la foulée, les annulations se multiplient. Et selon plusieurs déclarations publiques, des menaces de poursuites judiciaires sont évoquées contre des artistes qui se retirent. Là, quelque chose change de nature. La discussion ne porte plus sur l'art, mais sur le contrôle. C'est ici que l'histoire bascule. Quand des institutions culturelles commencent à partir non par manque de public, mais par incompatibilité avec une direction, ce n'est plus une rénovation. C'est une normalisation du conflit. Voici le point de rupture que beaucoup n'avaient pas anticipé. Les discours officiels parlent de beauté, de grandeur, de succès futur, mais dans le même temps, les faits racontent une autre histoire. Le Kennedy Center est renommé publiquement Trump Kennedy Center le 18 décembre 2025, alors même que selon des déclarations publiques, seul le Congrès peut autoriser un changement de nom officiel. Ce décalage entre le geste et le cadre légal devient central. Puis regardez la chronologie. La fermeture annoncée intervient après le retrait de Hamilton, après le départ de Shonda Rhimes et d'Issa Rae de leur spectacle complet, après l'annulation de la Marine Band lors d'un événement éducatif et après la suppression d'un concert explicitement fondé sur la diversité et l'équité. Un compositeur écrit alors que le programme, basé sur l'équité et la diversité des voix, n'est plus soutenu au niveau fédéral. Voici la contradiction clé. On parle de rénovation artistique, mais ce sont précisément des projets artistiques qui disparaissent. On invoque l'excellence, mais ce sont des institutions historiques
qui s'en vont. Et remarquez ce détail irréversible. Aucune annonce équivalente n'est faite sur de nouveaux artistes majeurs prêts à les remplacer. À partir de là, la question n'est plus « pourquoi fermer ?», mais « que reste-t-il à protéger quand la scène se vide elle-même ?» Et maintenant, ramenez tout cela à vous. Pas aux artistes célèbres, pas aux administrateurs, à vous. Quand un centre national ferme, ce ne sont pas seulement des scènes qui s'éteignent, ce sont des accès qui disparaissent, des concerts éducatifs pour des lycéens annulés, des programmes familiaux supprimés, des spectacles prévus de longue date, parfois achetés des mois à l'avance, qui n'auront jamais lieu. Pour beaucoup de gens, le Kennedy Center n'est pas un symbole abstrait. C'est un premier opéra vu en direct, un orchestre entendu sans écran, une sortie rendue possible parce que ce lieu était public, stable et ouvert. Quand il ferme pour 2 ans ou plus, ce sont des générations entières qui perdent un point d'entrée vers la culture vivante. Mais voici ce que l'on oublie souvent. Une fermeture longue ne touche pas seulement le public. Elle coupe des revenus, des carrières, des emplois techniques, des musiciens, des intermittents, des éducateurs. Tout un écosystème dépendait d'une continuité qui existait depuis 1971 et c'est là que ça devient personnel. Quand un lieu public disparaît, même temporairement, ce n'est pas juste une pause, c'est une habitude collective qui se brise. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. À ce stade, il faut sortir de l'émotion et regarder le mécanisme. Ce qui permet à ce type de situation d'exister, ce n'est pas une décision isolée, ni même une personnalité. C'est un système d'incitation. Le contrôle ne passe pas toujours par l'interdiction directe. Il passe par la prise de levier, nommer, remplacer, renommer, puis créer un environnement où rester devient plus coûteux que partir. Regardez la séquence. Un changement de direction, un conseil d'administration remodelé, des programmes remis en question, des artistes qui partent d'eux-mêmes. Officiellement, personne n'est banni, mais dans les faits, l'espace devient incompatible avec certaines expressions. Et quand la scène se vide, la fermeture devient soudain nécessaire. C'est là l'insight inconfortable. Le conflit n'a pas besoin d'être visible pour être efficace. Il suffit de transformer un lieu public en terrain instable. L'incertitude fait le reste. Les artistes anticipent, les institutions se retirent, le public s'éloigne et la décision finale ressemble alors à une simple conséquence technique. Ce n'est pas du chaos, c'est de la gestion par pression. Et une fois que ce mécanisme est en place, il ne dépend plus d'un bâtiment précis, il peut s'appliquer ailleurs. À partir d'ici, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle présentée officiellement. La fermeture dure 2 ans, peut-être plus. Le bâtiment rouvre avec une nouvelle vision, une nouvelle programmation et une direction renforcée. Sur le papier, tout est possible. Mais cette trajectoire suppose une chose essentielle, que les artistes, les institutions et le public reviennent. Or, rien dans les faits observés jusqu'ici, ne garantit ce retour. La seconde trajectoire est plus silencieuse. La fermeture s'étire. Les annulations deviennent permanentes. Les talents s'installent ailleurs. De nouvelles habitudes culturelles se créent hors du Kennedy Center. Et quand la réouverture arrive, le lieu existe toujours physiquement, mais il n'est plus central. Il est contourné. Ce n'est pas une destruction brutale. C'est un déplacement progressif de l'attention. Et voici le détail que beaucoup sous-estiment. Le temps joue un rôle actif. Chaque mois de fermeture rend le retour plus difficile. Chaque saison manquée redéfinit ce qui est normal. À ce stade, la question n'est plus de savoir ce qui va être décidé, mais ce qui est déjà en train de se produire sans annonce officielle. La prochaine étape ne sera peut-être pas une déclaration. Elle prendra la forme d'un choix que plus personne ne remarquera sur le moment. Ce que l'on oublie souvent dans les grandes réouvertures, c'est que ce qui compte n'est pas seulement le public qui revient. C'est la manière dont le récit autour du lieu a été transformé. Le Kennedy Center, un jour symbole de continuité et de rassemblement, est désormais un point d'interrogation. Que restera-t-il de ce lieu lorsqu'il rouvrira? Sa mission culturelle, ses symboles ou juste l'ombre d'une entreprise privée sous un nouveau nom? Si vous y réfléchissez bien, cette histoire ne se termine pas là où vous croyez.
La fermeture du Kennedy Center, bien qu'elle semble être une simple opération administrative, est bien plus qu'une pause dans le calendrier des spectacles. C'est un test pour la culture américaine elle-même. Un test sur la capacité du public à rester fidèle à une institution après l'avoir vue défigurée. Un test sur la manière dont l'art peut être capturé, renommé et redéfinir sous de nouvelles dynamiques politiques et économiques. Et maintenant, tout est en mouvement. L'héritage du Kennedy Center ne se décide pas seulement dans la salle de concert, mais aussi dans la manière dont on gère le chaos derrière ses portes. Ce qui viendra ensuite pourrait bien être une toute nouvelle phase pour l'art public aux États-Unis ou simplement la disparition silencieuse d'une icône. Si cette analyse vous a fait réfléchir, abonnez-vous et suivez-nous pour plus de révélations et d'analyses sur les institutions culturelles en crise.